est arrivé l'automne dernier et Ismaël m'a écrit un petit message, je me suis dit waouh, c'est formidable, ça existe ce genre de choses, c'est possible d'avoir à nouveau une carte d'étudiant et de pouvoir accéder aux combien de millions de 2 millions. 2 millions, voilà, aux 2 millions d'exemplaires disponibles dans la bibliothèque. Donc un grand merci pour cette invitation. Je remercie aussi Céline Wood-Baron parce que c'est aussi grâce à la Maison des écrivains que je suis là. Et au début, quand j'ai commencé à la visite, on a fait en hiver, c'était assez irréel puisqu'il y avait une manifestation pro-palestinienne devant la bibliothèque. Donc on n'avait pas accès aux locaux. Donc on est rentré par la petite porte, la porte de service. C'était un petit peu comme une aventure assez inédite parce qu'on est vraiment rentré par des souterrains. Donc j'ai découvert la Bisse et tous ces recoins et ces méandres par la petite porte. Et puis on a traversé des salles de plus en plus belles. Petit à petit, on a commencé vraiment par les sous-sols et puis on s'est aventuré après dans les grandes salles historiques. Et quand on a traversé la salle, qui a un nom pour moi assez baroque, Fustel de Coulanges, bon, je ne sais plus qui c'était, mais vous me raconterez ça un peu après. En tout cas, c'était cette magnifique salle où il y a les ouvrages de l'Antiquité qui étaient toutes rangées et ordonnées magnifiquement. Et je ne sais pas pourquoi, au moment de la visite, mon regard s'est porté sur un des volumes sur les rayonnages, un volume rouge, et c'était en fait un volume de l'histoire naturelle de Pline l'Ancien. Alors allez savoir pourquoi, je n'en sais rien, mais en tout cas, il faut dire que Pline l'Ancien prend quand même énormément d'espace dans le rayonnage parce qu'il a fait 37 volumes de l'histoire naturelle, donc déjà rien qu'à lui seul, il prend de la place, donc on peut difficilement le rater. Donc, j'ai ouvert ce volume et puis je suis tombée sur une page qui m'a interpellée. Et j'ai tout de suite dit à Ismaël, mais ça, je l'embarque avec moi. Donc j'ai tout de suite pris le livre et je l'ai emprunté parce que j'avais ma nouvelle carte toute brillante, toute neuve. Donc j'étais très contente. Et je suis tombée sur cet extrait que je vais vous lire, bon, qui est vraiment un tout petit extrait court, puis c'est simplement pour vous donner une idée. Ce livre, en fait, c'était le livre 7, deuxième partie, qui contient les situations, les nations, les mers, les villes, les ports, les montagnes, les fleuves, les mesures et les peuples qui sont et qui ont été. C'est le titre du livre. Tout un programme. Parce que, alors, qui sont et qui ont été à l'époque donc antique de Pline l'Ancien, pas à notre époque d'aujourd'hui. Et donc, quand j'ai ouvert cette page, je suis tombée sur un paragraphe qui parlait du Gange. Donc, et ça disait ceci. Le Gange sort de la source même avec fracas, et il se précipite à travers des rochers abrupts. Dès qu'il arrive à des plaines adoucies, il reçoit l'hospitalité dans un certain lac. Ensuite, il coule avec tranquillité, large de 8000 pas dans sa moindre largeur, de 100 stades dans sa largeur moyenne, d'une profondeur qui n'est jamais de moins de 20 pas. Et donc c'était une espèce d'ouverture comme ça à la géographie, puis je me suis dit, mais c'est incroyable d'avoir pris le temps de cartographier tous les recoins du monde. Et voilà, ça a été assez étourdissant et je me suis dit, bon, j'embarque le livre, et puis parce que j'étais en train de travailler à ce moment-là sur les débords et les débordements des émotions à travers le paysage. Donc c'était quelque chose qui m'a parlé tout de suite. Et donc je me suis plongée dans la lecture de ce livre numéro 7, et j'ai aussi pioché dans un autre livre, qui est le livre 2, qui est un livre relatif au monde et aux éléments. Alors celui-ci, c'est un livre où Pline l'Ancien en fait traite plus particulièrement de tous les phénomènes célestes et atmosphériques, et notamment des éléments, des 4 éléments, le feu, l'air, l'eau et la terre, des choses qui m'intéressaient aussi beaucoup à ce moment-là. Donc je me suis pris à explorer ces textes-là très riches, et à me rendre compte en fait de ce projet fou qui était de faire une description exhaustive du monde à l'époque antique. Et puis parallèlement à ça, on a traversé les couloirs et on est allé découvrir aussi une très belle exposition de photos de Marguerite Duras qui retraçait ses lieux intimes, ses maisons, c'était beaucoup de photos en fait de famille qu'on connaît peu en fait, qui ne sont pas les photos qu'on a l'habitude de voir d'elle. Et je me suis dit, mais de toutes les façons, Marguerite Duras, elle a tellement à faire à voir avec les fleuves, entre le Gange, le Mékong, l'Indus, etc.,
que c'était encore une histoire de... J'étais encore dans mes débordements d'eau et de rivière. Donc j'ai relu avec grand bonheur L'amant de Marguerite Duras et je me suis un peu plongée dans sa géographie du désir, dans ses traversées de ces fleuves asiatiques. Et je me suis rappelé ensuite qu'avec Sylvie Goutte-Baron, on avait eu l'occasion de s'entretenir sur l'invitation de la revue Collatérale l'année dernière. Je ne sais pas si tu te rappelles. Et on m'avait posé plusieurs questions. C'était un entretien où en fait on me demandait de parler de mon travail. Notamment, il y avait une question on m'avait demandé si je définissais mon travail comme un travail éco-poétique. Et à ce moment-là, j'avais répondu en fait que je m'intéressais vraiment à la notion de perception comme étreinte du paysage. Et que en fait, pour moi, finalement toute écriture débutait par un paysage, ou en tout cas quelque chose qui s'ouvrait à nous dès le départ. Donc voilà, c'est par là que j'ai commencé. Et c'est pour ça que mon texte, qui, j'en suis très fière, fait 21 000 signes, qui n'était pas du tout... Je ne m'attendais pas à écrire autant de lignes, s'appelle « Nous sommes d'authentiques paysages ». Donc je vais vous lire ce texte qui est en fait qui est construit en 3 parties. Donc vous allez voir, les parties sont assez identifiables. Nous sommes d'authentiques paysages. 1. J'observe les phénomènes traversant le ciel. Ils sont nombreux à s'imprimer sur nos pupilles. Certains rétrécissent au fil de la journée, d'autres, plus prédateurs, se saisissent brutalement d'un moment. Et il y a ceux comme des plumes qui tombent au hasard sur les terres lointaines et abondantes avant de s'éloigner. J'observe leurs lignes, leur action et combinaison incessante d'air, d'eau et de feu, leur profil à l'horizon, leur aspect changeant, leur masse disparate, leur déroulé, leur lumière disputée à chaque heure et dans la prolongation du jour. Invisible, l'atmosphère presse la surface de nos corps, chacun de nous en portant inconsciemment une partie. Elle réchauffe et rafraîchit, aspire les vapeurs, les retient suspendues en voûte de nuages, et les déverse déroulantes le long de nos épaules. L'atmosphère reçoit, transforme, disperse et fait circuler. Elle reflète et réfracte chaque entrelac de soleil sur nos corps. Elle a une teinte azurée et quand elle est altérée par ses propres molécules aqueuses, elle renvoie ce blanc si éclatant. La lumière, elle, suit une ligne brisée, chaque fois qu'elle passe d'une couche d'air dense à une autre plus fine. Pourtant, il s'agit toujours du même ciel, un ciel ouvert, absolument noir et absolument vide, un ciel révélant une absence telle au point que rien est ce qu'il y a même au-delà de la lumière, que rien est ce qu'il y a même au-delà de nous. À la suite du livre 2 de Pline l'Ancien, relatif au monde et aux éléments. Le ciel est une sphère creuse, il pèse de toutes parts. La terre est solide et condensée, elle s'arrondit, se développe par mouvement, un soulèvement. Le monde tend vers le centre, la terre tend hors du centre. Elle est un globe immense et prend une forme sphérique, par l'effet de révolution perpétuelle du monde qui l'entoure. L'eau aussi prend une forme sphérique. Partout, les gouttes suspendues s'arrondissent en petites sphères, jetées sur la poussière, déposées sur le duvet des feuilles. Elle se présente alors avec une sphéricité parfaite. Les eaux se portent de haut en bas, elles tendent de toutes parts vers le centre. Et elles ne tombent pas parce qu'elles font tout effort vers les parties intérieures de la terre. Quand la terre s'ouvre, l'eau y pénètre partout, en dedans, en dehors, en haut. Les veines liquides se disséminent comme autant de liens. L'eau fait éruption même au sommet des montagnes. Poussée par l'air, exprimée par le poids de la terre, elle jaillit à la manière des siphons. Et loin de courir, risque de tomber, elle s'élance, au contraire, jusqu'aux sommités les plus élevées. À cause de la ténuité et de son peu de consistance,
Le liquide est plus élevé au milieu d'un vase plein, et pour peu qu'on en rajoute, celui-ci déborde incontinent grâce à sa convexité. Parmi des corps de même pesanteur, les uns s'enfoncent et les autres se soutiennent. Les fardeaux se meuvent plus facilement dans l'eau, et malgré la tendance de toute eau à se porter en bas, des sources jaillissent de la terre, et certains fleuves remontent même jusqu'à leur source. À mesure que le ciel s'élève avec la lune, les flots se gonflent. Puis ils reviennent sur eux-mêmes lorsqu'elle descend vers le couchant. Et l'inondation recommence, et le flot se retire jusqu'au lever suivant. Ces mouvements se font sentir le long des rivages, plus qu'en haute mer. De la même façon que dans le corps, les extrémités ressentent davantage le battement des veines, ressentent davantage l'air vital. Il y a des marées particulières en certains lieux, où le flux vient jusqu'à 7 fois le jour et la nuit. Les mers se purgent à la pleine lune, et quelques-unes à une saison déterminée. La lune sature les terres, et pour les corps, elle est cause de réplétion par son approche et d'inanition par son éloignement. Quand elle croît, les coquillages croissent. Les êtres qui n'ont pas de sang ressentent le plus l'action de son souffle. Le feuillage et les pâturages ressentent son influence, et la force qu'elle possède pénètre tout. Le flux du sang augmente et diminue avec sa lumière. Elle résout les humidités nocturnes et sans les enlever les attire violemment. Elle jette dans le coma les personnes endormies, elle fond la glace et relâche tout par son souffle humide. La lune est dans les eaux douces, le soleil dans les eaux de la mer. En raison de leur plus grande légèreté, les eaux douces surnagent celles de la mer. Les choses se compensent par l'action des astres, les uns condensent et les autres raréfient les éléments. 2. À la suite du livre 7 de Pline l'Ancien, relatif aux mers, aux ports et fleuves qui sont et qui ont été. Ce n'est pas assez que l'océan entoure les terres et qu'augmentant l'étendue des lieux inhabités, il engloutisse une partie des continents. Ce n'est pas assez qu'il fasse irruption à travers les montagnes brisées, qu'il noie des espaces plus grands que ceux qu'il laisse découverts. Ce n'est pas assez qu'il se déverse aux dépens de nouvelles terres qu'il dévore. Il faut qu'il se développe en une autre immensité toujours insatiable, jusqu'à ce que les fleuves joignent à ces eaux débordées son contingent de spoliation. Ces inondations se font malgré les terres. On le voit à tant de détroits, on le voit à tant d'espaces rétrécis par la résistance de la nature. Ces continents, ces terres, quoique séparés, ont encore des points de contact. On entend en effet des deux côtés le chant des oiseaux, on entend les aboiements des chiens, on entend d'une rive à l'autre la voix humaine qui peut même établir une conversation entre ces deux mondes, si les vents n'en dissipent pas le bruit dans les airs. Détroits, estuaires, fleuves et écluses, des histoires de passage, de frontières, de traversées, de fuites, de diaspora, de résistance, où les eaux retiennent, ramènent, charrient, transportent, où le vent porte les voix qui essaient de se faire entendre, de résonner l'une avec l'autre. Le Mississippi, le Mékong, le Gange sont de l'histoire liquide, comme tous les fleuves. Leurs rives ne sont jamais immobiles. Il arrive qu'un fleuve déborde régulièrement à des endroits. On parle d'inondation, mais en réalité il ne s'agit pas d'inondation, mais de souvenirs, comme le dit très justement Toni Morrison. Parfois le fleuve déborde, il se souvient de son passé. Toute eau a une mémoire parfaite et cherche sans cesse à revenir à son état initial. C'est un va-et-vient constant entre sillage présent et rive passée. L'estuaire et les eaux troubles du Mississippi se rappellent encore aujourd'hui ces histoires diasporiques, ces histoires de résistance, ces histoires de marronnage. Le détroit de Gibraltar, lui, est habité d'histoires de traversées, de fuites éperdues vers l'Europe, de tentatives de passage.
et je tombe. Et je tombe de Ceuta en Melilla, seule frontière terrestre entre l'Afrique et l'Europe. Je tombe dans ce détroit, sur le Rif marocain, et je dois le traverser. Je dois traverser ce détroit, quel qu'il soit, coûte que coûte, encore et encore, quoi qu'il en soit. Je suis d'un côté, et irrémédiablement, il faut que je rejoigne l'autre côté. J'ai affaire de l'autre côté, tant à faire avec ce qui est en face. J'ai affaire avec ce qui me fait face. Alors, je traverse le détroit de Gibraltar, et je suis anglaise, marocaine, espagnole. Je traverse le détroit de Bering, et je suis américaine et russe. Je traverse le détroit de Singapour, et je suis indonésienne, malaisienne, singapourienne. Je traverse le détroit de Bab el-Mandeb, et je suis yéménite et djiboutienne. Je traverse le canal Beagle, et je suis argentine et chilienne. Je traverse le détroit d'Ormuz, et je suis iranienne, omanaise, émirienne. Je traverse le canal du Mozambique, et je suis malgache, comorienne, française, mozambicaine. Je traverse le détroit de Formose, et je suis chinoise et taïwanaise. Je traverse le détroit de Kertch, et je suis russe et ukrainienne. Je traverse le détroit de la Pérouse, et je suis japonaise et russe. Je traverse le détroit de Corfou, et je suis albanaise et grecque. Je traverse le Raz Blanchard, et je suis française et anglaise. Je traverse le canal d'Otrante, et je suis albanaise et italienne. Je traverse le détroit de Balabac, et je suis malaisienne et philippine. Je traverse le détroit de Corée, et je suis sud-coréenne et japonaise. Je traverse le détroit de Danemark, et je suis groenlandaise et islandaise. Je traverse la bouche du dragon, et je suis trinadienne et vénézuélienne. Je traverse le passage Drake, et je suis chilienne, argentine et d'Antarctique. Je traverse le détroit de Floride, et je suis cubaine et américaine. Je traverse le passage de la Guadeloupe, et je suis française et anglaise. Je traverse le Kattegat, et je suis danoise et suédoise. Je traverse le détroit de Luçon, et je suis philippine et taïwanaise. Je traverse le passage de la Martinique, et je suis française et dominicaise. Je traverse le détroit de Menaille, et je suis galloise et anglaise. Je traverse le canal de la Mona, et je suis portoricaine, haïtienne, dominicaine. Je traverse le détroit de Nares, et je suis canadienne et groenlandaise. Je traverse Øresund, et je suis suédoise et danoise. Je traverse le détroit de Palk, et je suis indienne et sri-lankaise. Je traverse le passage du vent, et je suis cubaine, haïtienne et dominicaine. Je traverse le canal de Saint-Georges, et je suis irlandaise et anglaise. Je traverse le détroit de Sicile, et je suis tunisienne et italienne. Je traverse Skagerrak, et je suis norvégienne, danoise, suédoise. Je traverse le détroit de Smith, et je suis canadienne et groenlandaise. Je traverse le détroit de Taïwan, et je suis chinoise et taïwanaise. Je traverse le détroit de Tirane, et je suis égyptienne et saoudienne. Je traverse le détroit de Torres, et je suis australienne et papouasienne néo-guinéenne. Je traverse le détroit de Tsushima, et je suis sud-coréenne et japonaise. Je traverse le passage Windward, et je suis cubaine, haïtienne, dominicaine. Je traverse le canal du Yucatan, et je suis mexicaine et cubaine. Et je traverse le détroit de Davis, et je suis canadienne et groenlandaise. Le pouls du sang dans les veines, le courant des rives, des rivières et des fleuves, le souffle qui traverse les poumons, le désir qui affole, les marées qui conduisent la mer sur le sable et en organisent les heures, les rafales et les répits, ne se discernent plus. Les eaux ramènent, charrient, transportent désir et souvenirs, émotions et tensions. À la suite de Marguerite Duras et de ses nombreuses traversées. C'est une histoire qui n'existe pas, qui n'a pas de centre, pas de chemin, pas de ligne. Il y a juste de vastes endroits qui font croire qu'il y a quelqu'un. Mais ce n'est pas vrai, il n'y a personne. Il y a juste cette traversée du fleuve, la traversée d'un bras du Mékong sur le bac, dans la grande plaine de boue et de riz du sud, dans la grande plaine des oiseaux. Je regarde le Mékong et ses bras qui descendent vers les océans,
ces territoires d'eau qui vont aller disparaître dans leur cavité. Je ne reverrai sûrement jamais de fleuve aussi beau que celui-ci, aussi grand, aussi sauvage. Dans la platitude, à perte de vue, il va vite, il verse, comme si la terre penchait. Autour du bac, le fleuve est à ras-bord, ses eaux en marche traversent les eaux stagnantes des rizières, mais elles ne se mélangent pas. Le fleuve ramasse tout ce qu'il rencontre, des paillotes, des forêts, des incendies éteints, des oiseaux morts, des chiens morts, des tigres, des buffles noyés, des hommes noyés, des îles de jassins d'eau agglutinées. Tout va vers le Pacifique, rien n'a le temps de couler. Tout est emporté, tout reste en suspens à la surface. La lumière se ternit à peine, une surdité très légère et un brouillard s'installent partout. Une tempête souffle à l'intérieur des eaux du fleuve, du vent se débat. J'ai peur d'être emporté vers la mer par le courant terrible, un courant si fort qu'il avale tout, aussi bien les pierres, les troncs, qu'une ville ou une cathédrale. Au loin, la mer, l'immensité qui se regroupe, s'éloigne, revient. On l'entend bien en traversant la chambre. Nos corps se caressent dans ce bruit, ce passage. Tu dis ce qu'on dit quand on laisse le dire se faire, quand on laisse le corps faire et chercher et trouver et prendre ce qu'il veut. Et là, tout est bon. Il n'y a pas de déchets. Tout va dans le torrent, dans le désir, cette force. Chaque nuit est particulière, chacune ayant le temps de sa durée. Cette nuit-là éclaire tout. Toute la végétation, chaque rive du fleuve jusqu'aux limites de la vue. Le ciel est cette palpitation continue de brillance et d'éclat. La lumière transparente tombe en cataracte du ciel, l'air est bleu, et je le prends dans ma main. L'eau froide fait du bien à la peur, dit-on. Elle l'aide à se transformer en désir. Pour tenir face à la peur, il faut porter un nom, avoir un surnom. Il faut avoir un petit nom au fond, pour retourner en soi-même. Il faut posséder son bain frais, son langage intérieur. Pour rester avide sur la terre ferme, pour retrouver le sol assuré de ses rêves, il faut posséder ce bain frais qui vous saisit, ce nom au fond de soi, pour ne pas que s'effilochent les plus belles scènes, pour ne pas que s'étouffent les souvenirs, pour continuer à être excité au cours de la nuit, à sentir son corps se tendre devant des images toujours nouvelles, pour ne pas dégringoler, pour ne plus tomber des nues et chuter involontairement du haut du ciel, mais au contraire plonger avec joie et envie au milieu de son eau froide. Prononcer son nom, entendre sa voix flûter, prendre parole, c'est trouver de l'eau vive, de la vie à l'état liquide. Alors, avec ce nom posé sur le bord des lèvres, on ne pense qu'à vivre, s'écouler, s'épuiser, se perdre, reprendre des forces, dévaler, cascader. On entre et sort de l'eau comme on entre en soi, en jubilation, en vérité. Être dans l'eau, ici nulle part et partout, être chaque partie, chaque tout, recevoir et se mêler, sans échafauder. Être, c'est eau dans toutes ses formes particulières et merveilleuses, vapeur, nuée, glace, neige, pluie, lac, source, jusqu'à l'eau bouillonnante jaillissant du fond de la terre. Être ces gouttes d'eau qui s'écoulent et qui tombent, fanées comme les pétales parmes et écarlates des anémones et des pensées. Poursuivre la voie flûtée qui traverse sans tremblement les ondes et se répète tant qu'elle finit avec son goutte à goutte ininterrompu par creuser le rocher. Avoir sa ligne de flottaison, son bain frais, son langage intérieur, s'incarner. S'incarner complètement, loin de toute disparition. C'est littéralement prendre corps, revêtir sa forme humaine, c'est être nécessité et vie. Être là où s'amoncellent des réserves de lumière. Surtout cette couleur de nuages échancrés, jamais inertes, qui s'avive jusqu'à rappeler la couleur de la chair. Une couleur éclatante, située entre le rose et le rouge franc. Posséder le bain frais de son propre nom, c'est porter le désir jusqu'au bord des joues. C'est incarner ce désir pivoine, cet afflux du sang qui soudain colore le visage, rehaussé par le soleil, menacé par un nuage, dardant de toute sa force par la fenêtre et donnant cette carnation rouge vif, si coquelicot à la peau. C'est porter cette teinte jusque sur le flanc désertique des montagnes,
une teinte rouge des plus douces, reflet rose qui s'attarde longtemps encore après le coucher du soleil. Posséder le bain frais de son propre nom, ce n'est pas une eau tiède, lourde et collante, qui dévoilerait un teint diaphane, une pâleur de porcelaine renvoyant à une lumière terne. Non, ce sont plutôt des eaux fécondantes, qui font naître et se multiplier carmin et incarnat, le pourpre des passions, ces grenats qui luisent à la surface, ces tissus cramoisis et écarlates, dans lesquels on s'enveloppe, ces vermeils et autres porphyres qui se déroulent jusqu'à l'horizon, un horizon où tout est prairie et fleurs, dans une printanière érubescence. Il y a des phrases qui restent, résistent, se déforment en résonnant, des phrases lointaines et anciennes qui deviennent plus vastes, plus proches, plus inédites, qui dérivent et suscitent des fleuves, des lacs, des mers, des océans, des sources. Il y a des phrases qui jouissent, des phrases qui vous emportent, des phrases qui mettent en état de divagation, enclenchent le rêve et font entrer jusque dans la densité du désir. Ce sont 1000 petites vagues allant et venant. Ce sont 1000 petites vagues qui nous approuvent à la lumière des plages. Ce sont 1000 petites vagues déferlantes de toi et moi qui nous traversent, inédites. Il y a ce paysage d'eau douce et d'arbres, un étang tout proche du bois, grande étendue d'eau, et plus loin le canal et son écluse, qui débouche jusqu'à la mer. L'eau ici s'élargit, elle est omniprésente, elle n'est aucunement vouée à disparaître. C'est une mer au contour flou. Quand je la regarde, elle m'emplit tout entier. Ce n'est ni une eau tranquille, ni une eau dormante. Elle suit le rythme de mes marées. Selon les jours et les heures, elle monte, gonfle, s'étale, puis redescend, diminue, se vide. Elle se rue sur les digues, créant des retenues d'eau intérieures. Alors que les vagues, elles, montent et roulent jusque dans ma tête. Prendre de l'élan comme on prend de l'élan quand on veut aller se baigner dans une eau un peu froide. Avancer vers l'eau, hâter le pas dans l'espoir du bain, courir presque. Y mettre les pieds, hésiter au premier contact, hésiter comme on hésite quand on se lance dans un début de désir, dans cet appétit nouveau, pour ce quelque chose d'autre, pour cet autre. Sentir cette eau froide qui nous saisit, nous ranime et qui nous fige un instant. Et ça ne s'accomplit pas tout de suite, non. Il faut attendre que l'élan nous reprenne, que le désir se fasse sentir plus vif, qu'il grimpe long de nos jambes, qu'il gagne le haut du corps jusqu'à nous étourdir la tête. Et là, oui, on y va, on plonge la tête la première, loin de toute menace, le danger écarté. L'eau froide nous conduit, nous propulse, catalyse cet élan indomptable. Avec elle, nous surgissons emplis d'un désir frais, inédit. Il arrive que nous nous jetions en avant comme la mer sur la plage. Ne sachant comment faire, nous voilà nous jetant en avant, revenant en arrière, nous jetant à nouveau en avant, dans l'ampleur réjouie et pleine de nos va-et-vient. Et c'est un affolement qui s'affole, t'affole et m'affole à mon tour. Flamme sans réponse, fleuve au large flot, nous coïncidents, pourtant dissous, pourtant illimités. Notre envergure se déploie alors, déferle les profondeurs, déroule ses nappes sonores, fait dériver les masses d'eau. Le glissement des saisons, les frôlements des planètes viennent jusqu'à nous d'un mouvement assuré. Chaque collision d'atomes donne un nouvel aspect à la matière. Chaque collision initie des prodiges de rencontres que nous laissons pleinement advenir. Ce sont des rencontres aux facettes changeantes, se déclinant à toutes les formes du présent. Le désir, ce n'est littéralement que deux corps réagissant singulièrement à l'attraction terrestre. En prenant contact avec le corps de l'autre, sans y être encore tout à fait mêlé, juste par un léger toucher, nous percevons la ténuité des choses,
Nous appréhendons le brouillard et les fils d'araignée. Nous pressentons les parties les plus fines et poreuses du monde. Les mots affluent indistinctement et arrivent ensuite par légères vagues, pour finir par tout submerger dans de puissantes lames de fond. Il faut le dire, oui, il faut le dire même en chuchotant. Il faut dire cet affolement affolant de la langue qui s'empare de tout, un affolement tonitruant où tout se délie, se démultiplie, s'exhibe, tout s'étend, se décuple, s'amplifie à une allure folle. Voilà que ça s'accélère, ça déferle, prenant de la vitesse. La langue emporte, interrompt, dépasse, me laissant par-devers moi. Elle me devance, m'envahit, me recouvre, me submerge, elle s'étend, et je la regarde s'affairer. Elle afflue, m'occupe, elle se répand, me remplit, m'inonde, et je deviens ce tumulte. Je tournoie, les yeux éclatants de noir. Elle me bouscule, m'encombre, m'envahit, me faisant perdre pied brutalement. Journée et nuitée s'écoulent puissamment. La langue impétueuse et téméraire distend l'espace, n'hésitant plus à gâcher les mots ni à bousculer les phrases. Nous sommes riches d'affinités et d'élan que nous nous empressons de dévaler. Nous sommes riches de saveurs que nous goûtons. Nous sommes riches de corps que nous possédons et explorons comme des rivières. Nous sommes riches de peurs où nous nous réfugions. Nous sommes d'authentiques paysages.